En 1997, un hydrophone militaire capte dans le Pacifique Sud le son le plus puissant jamais enregistré sous l'eau. Il dépasse tout ce que la science connaît. Un animal capable de le produire serait plus grand que la baleine bleue. Pendant 15 ans, personne ne sait ce que c'est. Puis un iceberg vieux de plusieurs millions d'années livre la réponse. L'histoire commence pendant la guerre froide. Dans les années 1950, l'armée américaine installe un réseau d'écoute sous-marine géant. Son nom, SOSUS, pour Sound Surveillance System. Sa mission est simple, détecter les sous-marins soviétiques avant qu'ils ne s'approchent des côtes américaines. Des dizaines d'hydrophones sont plongés au fond des océans, souvent fixés à des câbles reliés à des stations d'écoute terrestres. Ces micros sous-marins captent chaque vibration, chaque bruit, chaque anomalie acoustique, 24 heures sur 24. Le réseau fonctionne à merveille. Il repère les moteurs, les hélices, les signatures sonores des navires militaires, avec une précision que peu de technologies civiles peuvent égaler à l'époque. L'eau, contrairement à l'air, transporte le son sur des distances immenses. Une onde sonore à basse fréquence peut traverser des milliers de kilomètres sous l'océan sans perdre toute son énergie, surtout lorsqu'elle emprunte certains canaux de propagation situés à une profondeur précise, où la température et la pression de l'eau créent un couloir acoustique naturel. C'est cette particularité physique qui rend le réseau SOSUS si redoutablement efficace pour repérer un sous-marin ennemi à des centaines de kilomètres de distance. Puis la guerre froide se termine. L'Union soviétique s'effondre en 1991. Le réseau SOSUS n'a plus vraiment d'ennemis à surveiller. Alors l'armée américaine prend une décision inattendue. Elle transfère une partie de cette technologie à des scientifiques civils. La NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, récupère l'accès à ce réseau d'écoute. Pour elle, c'est une opportunité immense. Plus besoin de construire ses propres hydrophones. Le matériel militaire ultra sensible est déjà en place au fond de l'eau. Les chercheurs du Pacific Marine Environmental Laboratory, un laboratoire de la NOAA basé à Newport dans l'Oregon, commencent à utiliser ce réseau pour une toute autre raison. Ils veulent étudier l'activité sismique sous-marine, les tremblements de terre, les volcans immergés, les mouvements de la croûte terrestre au fond des océans. Ce que ces scientifiques ne savent pas encore, c'est que ce réseau va aussi capter quelque chose d'entièrement différent. L'été 1997 commence normalement. Les hydrophones du Pacifique fonctionnent en continu, enregistrant chaque son qui traverse les profondeurs. La plupart sont familiers. Des séismes mineurs, des éruptions volcaniques sous-marines, le passage de cargos, les chants des baleines, reconnaissables entre mille. Mais, à un moment de cet été-là, quelque chose d'anormal apparaît. Un son ultra puissant, à très basse fréquence, traverse l'océan Pacifique. Il est capté non pas par un seul hydrophone, mais par plusieurs à la fois. Les appareils qui le détectent sont espacés de plus de 3200 km les uns des autres. Pour qu'un son soit assez puissant pour être entendu simultanément à une distance pareille, il faut une source d'énergie considérable. Les scientifiques du PMEL analysent l'enregistrement. Le son a une signature particulière. Il monte rapidement en fréquence sur environ 1 minute. Ce profil ne ressemble à rien de ce qu'ils ont l'habitude de voir passer sur leur graphique. Ils lui donnent un nom, presque enfantin, pour désigner ce qui va devenir l'un des mystères sous-marins les plus discutés de l'histoire moderne, le bloop. À ce stade, personne ne panique. Les océans regorgent de sons non identifiés. La plupart finissent par trouver une explication en quelques mois. Les chercheurs classent l'enregistrement, l'archivent et continuent leur travail. Mais ce qu'ils ignorent encore, c'est que cette explication va leur échapper pendant plus d'une décennie. Le bloop n'est pas un événement isolé. Au cours de l'été 1997, il est détecté à plusieurs reprises. Chaque fois, la même signature. Chaque fois, la même puissance stupéfiante. Ce qui rend la situation encore plus étrange, c'est le contexte scientifique de l'époque. En 1997,
l'exploration des fonds marins reste extrêmement limitée. Environ 95% de l'océan mondial n'a jamais été observé directement par l'être humain. Face à un son aussi puissant et inexpliqué, les hypothèses les plus folles vont émerger, et certaines vont mettre des années à être écartées. Le laboratoire de Newport compare le bloop à toutes les bases de données sonores existantes, séismes connus, éruptions volcaniques répertoriées, signatures acoustiques de navires militaires et civils, chants de baleines bleues, de rorquals, de cachalots, bien documentés par des décennies d'enregistrements. Rien ne correspond. Le profil du bloop ne colle à aucune catégorie connue. Il n'a pas la régularité d'un moteur de navire, il n'a pas la structure harmonique d'un chant de baleine. Il n'a pas non plus la signature typique d'un séisme sous-marin classique qui se manifeste par un pic soudain suivi d'une décroissance rapide et non par cette lente montée en fréquence. C'est cette absence de correspondance qui va transformer un simple enregistrement en énigme scientifique mondiale. Grâce au décalage temporel entre les différents hydrophones, une technique appelée triangulation acoustique, les chercheurs estiment une zone d'origine approximative, quelque part dans le Pacifique Sud, au large de la pointe de l'Amérique du Sud, dans une région où le trafic maritime est quasiment inexistant et où aucune activité sismique majeure n'a été répertoriée à cette période. Si le bloop avait coïncidé avec un tremblement de terre connu, l'affaire aurait sans doute été classée en quelques semaines. Mais rien, dans les relevés sismiques officiels, ne vient corroborer une origine purement tectonique. À cette époque, l'information ne circule pas comme aujourd'hui. Le bloop reste, dans un premier temps, une curiosité connue uniquement des scientifiques et de quelques passionnés d'acoustique sous-marine. Cela ne va pas durer. Quelques années plus tard, la NOAA publie certaines de ces données sur Internet dans un but éducatif, et c'est à ce moment précis que le destin du bloop bascule. Ce qui était une anomalie classée dans une base de données va devenir l'un des mystères les plus discutés du web tout entier. Pour comprendre pourquoi le bloop a autant intrigué les scientifiques, il faut d'abord comprendre ce que représente un enregistrement acoustique sous-marin. Ce n'est pas un simple bruit qu'on identifie à l'oreille, c'est un signal, traduit en graphique, appelé spectrogramme. On y visualise la fréquence sur l'axe vertical, le temps sur l'axe horizontal et l'intensité par des variations de couleurs. Les chercheurs passent leur carrière à lire ces graphiques. Avec l'expérience, ils reconnaissent instantanément la signature d'un cargo qui passe au loin ou d'une baleine qui chante à des dizaines de kilomètres. Chaque source sonore laisse une empreinte visuelle particulière. Le spectrogramme du bloop montre une courbe très particulière. Le son commence à une fréquence relativement basse, puis, sur environ 1 minute, il monte progressivement avant de redescendre. Cette forme ne correspond à aucun schéma habituel. Mais ce n'est pas le plus troublant. Ce qui frappe réellement les scientifiques, c'est la puissance brute du signal. D'après les mesures de la NOAA, l'amplitude du bloop est suffisante pour être détectée à plus de 5000 km de sa source, à peu près la distance entre Paris et le centre du Groenland. Un son capable de parcourir une telle distance sous l'eau implique une énergie de départ colossale. L'eau conduit le son beaucoup mieux que l'air, mais même avec cet avantage physique, une portée pareille reste exceptionnelle. La plupart des sons biologiques, même les plus puissants jamais enregistrés chez les baleines, ne voyagent pas sur une distance comparable avec une telle clarté. Si ce n'est pas un navire, ni un séisme classique, ni un volcan sous-marin en éruption, qu'est-ce qui peut produire une telle énergie acoustique? Les chercheurs explorent méthodiquement chaque possibilité. D'abord l'origine humaine. Un sous-marin militaire ou expérimental? Écarté. Les signatures acoustiques des sous-marins américains, russes ou autres sont extrêmement bien connues des services militaires. Aucune ne correspond. Un accident industriel, une explosion sous-marine, un test d'armement? La répétition du phénomène, détectée à plusieurs reprises durant le même été, rend cette explication peu crédible. Une explosion accidentelle ne se reproduit pas plusieurs fois avec exactement la même signature. Pourtant, cette explication pose un nouveau problème. Si ce n'est ni un accident ni un test militaire, il reste deux grandes catégories.
une origine géologique ou une origine biologique. Côté géologique, les séismes sous-marins et éruptions volcaniques produisent des sons à très basse fréquence, parfois détectables sur de grandes distances. Mais leur signature est différente. Un séisme génère en général un pic brutal suivi d'une décroissance rapide. Une éruption volcanique produit une série de vibrations plus chaotiques. Le bloop, lui, présente cette montée lente et continue. Ce schéma ne colle pas au catalogue sismique et volcanique de l'époque. La zone d'origine estimée ne correspond à aucune faille active majeure, ni aucun volcan sous-marin répertorié dans cette région précise. Reste la piste biologique, et c'est celle qui va, très vite, capter l'attention du grand public. Certains sons biologiques atteignent des fréquences très basses et voyagent sur de longues distances. Le meilleur exemple reste le chant de la baleine bleue, l'animal le plus grand jamais recensé sur Terre, jusqu'à 30 mètres de long et plus de 150 tonnes. Ces vocalisations peuvent être détectées à des centaines de kilomètres. Mais voilà où le problème devient réellement fascinant. Lorsque les scientifiques comparent la puissance du bloop à celle des chants de baleines bleues, ils constatent un écart significatif. Le bloop semble encore plus puissant. Pour qu'un organisme vivant produise un son de cette intensité, il faudrait un animal potentiellement plus grand qu'une baleine bleue adulte. Cette comparaison n'est pas anodine. La puissance d'un son biologique est liée à la taille de l'organisme, à la structure de ses cavités internes, à la quantité d'air qu'il peut mobiliser. Une baleine bleue produit un son aussi puissant précisément parce qu'elle est l'animal le plus grand recensé. Dépasser cette puissance suppose, en toute logique biologique, une créature encore plus grande. Or, à la connaissance de la science, aucune créature de cette taille n'a jamais été recensée sur Terre, morte ou vivante. Cette découverte semblait insignifiante au départ, une simple comparaison de décibels. Mais elle va devenir l'élément central de toute la fascination populaire autour du bloop. Car si aucun animal connu ne peut produire un tel son, deux possibilités s'offrent aux scientifiques. Soit il existe, dans les profondeurs encore inexplorées, une créature inconnue, soit le son provient d'un phénomène entièrement différent, non biologique. Les chercheurs du PMEL, prudents, refusent de trancher trop vite. Ils continuent leurs analyses année après année, sans jamais céder à la tentation de conclure avant d'avoir des preuves solides. Mais dans les forums Internet naissants du début des années 2000, la nuance scientifique laisse rapidement place à une fascination bien plus spectaculaire. Un son plus puissant que tout ce que la science connaît. Un animal potentiellement plus grand que la plus grande créature jamais recensée. Une zone d'origine dans les profondeurs les moins explorées du globe. Tous les ingrédients sont réunis pour transformer une anomalie acoustique en légende mondiale. Et c'est exactement ce qui va se produire. Au début des années 2000, la NOAA met en ligne certaines de ces données scientifiques dans une démarche de transparence et de vulgarisation. Le bloop, jusque-là confiné au couloir du laboratoire de Newport, devient soudain accessible à n'importe qui disposant d'une connexion Internet. L'effet est immédiat. Des blogs spécialisés dans les mystères et les phénomènes inexpliqués s'emparent de l'histoire. Les forums de passionnés de cryptozoologie, l'étude, non reconnue scientifiquement, d'animaux dont l'existence n'est pas prouvée, commencent à en parler massivement. Ce qui rend le bloop si viral, c'est la combinaison de plusieurs éléments authentiques et vérifiables. Un enregistrement réel, produit par une agence gouvernementale sérieuse. Une puissance sonore extraordinaire, confirmée par les données officielles. Et une absence totale d'explication reconnue à ce moment précis de l'histoire. La théorie qui domine alors les discussions en ligne est celle d'une créature marine géante, inconnue de la science. Certains évoquent un calmar colossal, une espèce réelle mais rarement observée vivante, pouvant atteindre des tailles impressionnantes. D'autres imaginent une créature entièrement nouvelle, jamais catégorisée, vivant dans les zones les plus profondes et les moins explorées de l'océan. Cette théorie n'est pas absurde en soi. L'histoire des sciences regorge d'exemples de créatures marines découvertes tardivement, précisément parce qu'elles vivent dans des environnements inaccessibles. Le calmar géant lui-même n'a été filmé vivant dans son habitat naturel qu'en 2004,
soit 7 ans après l'enregistrement du bloop. Pendant des siècles, son existence reposait uniquement sur des cadavres échoués et des récits de marins. Ce détail semblait insignifiant à l'époque, mais il alimente une question légitime. Si une créature aussi grande qu'un calmar géant a pu échapper à l'observation directe pendant des siècles, qu'est-ce qui empêche l'existence d'une autre créature, plus grande encore, dans les zones les plus reculées du Pacifique Sud? Les scientifiques du PMEL, eux, restent prudents. Ils rappellent publiquement que la taille théorique nécessaire pour produire un son aussi puissant dépasserait largement celle de toute créature connue, y compris le calmar géant ou le calmar colossal. Aucune trace physique, carcasse échouée, empreinte génétique dans l'eau, observation directe, ne vient étayer l'existence d'un tel animal. Mais cette prudence scientifique se heurte à un problème de communication. Sur Internet, la nuance voyage mal. Ce que les chercheurs présentent comme une hypothèse à écarter faute de preuves devient, dans la culture populaire, une possibilité fascinante qu'on préfère ne pas exclure. C'est à ce moment que le mythe prend un tournant inattendu, en s'associant à une œuvre de fiction vieille de plusieurs décennies. En 1928, l'écrivain américain H.P. Lovecraft publie une nouvelle intitulée « L'appel de Cthulhu ». Dans ce texte, il décrit une entité cosmique monstrueuse, endormie au fond de l'océan Pacifique Sud, dans une cité engloutie nommée R'lyeh. Lovecraft situe précisément cette cité fictive à des coordonnées imaginaires, 47 degrés 9 minutes sud, 126 degrés 43 minutes ouest. Des internautes remarquent alors une coïncidence troublante. La zone d'origine estimée du bloop, déterminée par la NOAA, grâce à la triangulation acoustique, se situe dans la même région générale de l'océan Pacifique Sud. Une rumeur circule alors, affirmant que le bloop aurait été localisé à seulement 2000 km environ de la cité fictive de Lovecraft. Il faut être clair sur ce point, il s'agit d'un mythe populaire, pas d'un fait établi. La NOAA n'a jamais confirmé une correspondance précise entre la zone du bloop et les coordonnées inventées par Lovecraft en 1928. La distance entre les deux zones, même dans les estimations les plus généreuses propagées en ligne, reste de plusieurs milliers de kilomètres, largement suffisante pour parler de coïncidences géographiques larges plutôt que de correspondances exactes. Mais la réalité, elle, est encore plus étrange que ce simple mythe. Ce qui rend cette histoire fascinante n'est pas que le bloop provienne réellement de la cité fictive de Cthulhu. Personne de sérieux ne le prétend. C'est la manière dont un phénomène acoustique réel, mesuré par des instruments scientifiques rigoureux, a fini par se retrouver mêlé à l'une des mythologies les plus célèbres de la littérature d'horreur du XXe siècle. Cette association culturelle va marquer durablement l'imaginaire collectif autour du bloop. Des années plus tard, encore aujourd'hui, il est presque impossible d'évoquer le bloop sans que quelqu'un mentionne Cthulhu dans la conversation. Le son devient un objet culturel à part entière, débordant largement du cadre scientifique dans lequel il a été initialement enregistré. Des vidéos, des articles, des mèmes se multiplient. Certains présentent le bloop comme la preuve d'un monstre endormi au fond de l'océan. D'autres, plus mesurés, rappellent qu'il s'agit avant tout d'un mystère scientifique authentique, mais non résolu, ce qui est en soi suffisamment fascinant sans avoir besoin d'y ajouter de la fiction. Pendant ce temps, au PMEL, les chercheurs continuent leur travail loin des projecteurs. Ils ne savent toujours pas ce qui a produit le bloop. Mais une nouvelle piste, beaucoup plus prosaïque que celle d'un monstre cosmique, commence lentement à émerger de leurs recherches sur d'autres phénomènes acoustiques similaires détectés dans la même région du globe. Car le bloop, aussi spectaculaire soit-il, n'est pas resté un cas isolé dans les archives de la NOAA. D'autres sons, tout aussi étranges, tout aussi inexpliqués à l'époque, ont été enregistrés durant la même période. Et ces sons vont, des années plus tard, devenir la clé de toute l'énigme. Pour comprendre comment le mystère du bloop a fini par se résoudre, il faut d'abord s'intéresser à ses cousins. Car dans les archives du PMEL, le bloop n'est pas seul. Entre 1991 et 1999,
Plusieurs autres sons tout aussi mystérieux sont captés par le même réseau d'hydrophones, et chacun d'eux va apporter une pièce du puzzle. Le premier de ces sons s'appelle Upsweep. Contrairement au bloop, qui n'a été détecté qu'en 1997, Upsweep existe depuis le tout début des enregistrements du réseau SOSUS par le PMEL, en août 1991. C'est, à ce jour, l'un des sons les plus anciens et les plus persistants jamais captés par les scientifiques. Upsweep se présente sous la forme d'une longue série de sons montant en fréquence, chacun durant plusieurs secondes, se répétant en boucle. Sa particularité la plus étrange n'est pas sa puissance, mais sa régularité saisonnière. Le son devient plus fort au printemps et en automne, une variation dont l'origine exacte reste encore aujourd'hui débattue parmi les chercheurs. Dès 1996, les scientifiques du PMEL écartent l'hypothèse biologique pour Upsweep. Le raisonnement est simple. Un son biologique présente toujours une certaine variation dans son timbre, sa fréquence, son rythme, propre à chaque individu. Upsweep, lui, reste remarquablement stable et répétitif sur de longues périodes, ce qui pointe davantage vers une origine géologique ou mécanique que vivante. Grâce à la triangulation acoustique, les chercheurs parviennent à localiser la source d'Upsweep quelque part dans le Pacifique, à mi-chemin entre l'Australie et l'Amérique du Sud, dans une zone associée à une activité volcanique sous-marine connue. L'hypothèse dominante aujourd'hui est qu'Upsweep proviendrait de cette activité géothermique, bien que le mécanisme exact ne fasse toujours pas consensus. Ce détail est important. Il montre que même sans identifier précisément la source, les scientifiques peuvent, grâce à des méthodes rigoureuses, exclure certaines hypothèses et en privilégier d'autres. C'est exactement cette méthode qui va, des années plus tard, permettre de percer le mystère du bloop. Mais Upsweep n'est pas le seul son étrange enregistré par la NOAA durant cette période. Le 7 juillet 1997, quelques semaines seulement après le bloop, un autre son mystérieux est capté. Les chercheurs le surnomment « The Whistle », le sifflement. Ce son présente une caractéristique particulièrement frustrante pour les scientifiques. Il n'a été détecté que par un seul hydrophone. Sans un deuxième point de détection, impossible d'utiliser la triangulation acoustique pour localiser précisément sa source. Sa localisation exacte demeure, à ce jour, totalement inconnue. Avec des informations aussi limitées, les chercheurs se retrouvent dans une impasse. Toute spéculation sur l'origine du whistle repose sur trop peu de données pour être scientifiquement fondée. Contrairement au bloop, dont on a pu au moins estimer une zone d'origine, le whistle reste encore aujourd'hui l'un des rares sons de cette collection à n'avoir reçu aucune explication sérieusement étayée. Ce n'est que le début des sons découverts durant cette période particulièrement riche en anomalies acoustiques. Le 19 mai 1997, soit avant même le bloop, un autre phénomène est enregistré. Les scientifiques le nomment « slow down », ralentissement. Ce son dure environ 7 minutes, une durée exceptionnellement longue comparée aux autres enregistrements. Sa caractéristique principale, comme son nom l'indique, est une diminution progressive et constante de sa fréquence tout au long de son émission. Deux hypothèses principales émergent rapidement pour slow down. La première, privilégiée par la majorité des chercheurs du PMEL, évoque un iceberg s'échouant lentement sur le fond marin, produisant une friction prolongée contre la roche. La seconde, plus marginale mais qui persiste dans certains cercles, évoque un calmar géant, bien que cette hypothèse ne soit soutenue par aucune preuve scientifique solide. Comme Upsweep, Slowdown n'est pas un événement isolé de 1997. Le phénomène a été réentendu périodiquement par différents réseaux d'hydrophones dans les années qui ont suivi, ce qui renforce l'idée d'une origine géologique récurrente plutôt que d'un événement biologique unique. Puis vient un autre son, détecté le 5 mars 1997, à peine 2 mois avant le bloop. Les chercheurs le baptisent « The Train », le train, en raison de sa fréquence quasi constante et de sa régularité mécanique évoquant le roulement d'un convoi ferroviaire. Selon les analyses de la NOAA, l'origine la plus probable de ce son serait un très grand iceberg échoué dans la mer de Ross, près du cap Hadar, en Antarctique. Ce détail géographique va s'avérer, des années plus tard, absolument déterminant. Enfin, le 1er mars 1999, presque 2 ans après le bloop, un dernier son de cette famille est enregistré. Il est capté sur l'ensemble du réseau d'hydrophones autonomes du Pacifique équatorial, preuve de sa puissance considérable. Les scientifiques le surnomment Julia,
en raison d'une ressemblance troublante avec une voix humaine féminine, presque un gémissement grave et prolongé. Julia dure environ 2 minutes et 43 secondes. Comme pour les autres sons de cette collection, son origine est rapidement associée à la région située entre le détroit de Bransfield et le cap Adare, au large de l'Antarctique. Exactement la même zone géographique évoquée pour The Train. Ce n'est pas une coïncidence. 5 sons différents, 5 mystères distincts enregistrés entre 1991 et 1999. Et pourtant, plusieurs d'entre eux pointent vers la même région du globe, les eaux glacées entourant le continent antarctique. Un détail qui, à l'époque, n'attire pas encore toute l'attention qu'il mérite, mais cette répétition géographique va devenir, dans les années suivantes, le fil conducteur qui va permettre aux scientifiques de reconsidérer entièrement leur approche du mystère. Continuing the script through part 12 to complete it as planned. Après avoir cartographié cette série de sons mystérieux, les scientifiques du PMEL commencent à remarquer un schéma qui va tout changer. Plusieurs de ces enregistrements, The Train, Julia et dans une moindre mesure Slow Down, pointent vers la même région géographique, les eaux entourant l'Antarctique entre le détroit de Bransfield et le cap Adare. Ce détail semblait insignifiant au départ, une simple coïncidence de localisation parmi des dizaines de sons non identifiés archivés au fil des années. Mais pour des scientifiques habitués à chercher des schémas dans le bruit, une répétition géographique aussi nette ne peut pas être ignorée indéfiniment. Le problème, en 1999, c'est que les hydrophones du réseau Sosus, utilisés par la NOAA, ne sont pas positionnés pour surveiller efficacement cette région précise. Le réseau a été conçu à l'origine pour repérer des sous-marins soviétiques dans l'hémisphère nord et le Pacifique équatorial, pas pour étudier l'activité acoustique des eaux antarctiques. Pour combler cette lacune, la NOAA lance à partir de 2005 une nouvelle campagne d'écoute spécifiquement dédiée à l'étude de l'Antarctique. Des hydrophones supplémentaires sont déployés plus proches du continent, dans le détroit de Bransfield et le passage de Drake, l'un des passages maritimes les plus tumultueux et les plus étudiés au monde en matière de courants océaniques. Cette campagne, qui va se poursuivre jusqu'en 2010, change complètement la donne. Pour la première fois, les scientifiques disposent d'un accès direct et continu aux sons produits dans la région exacte d'où semblent provenir plusieurs des mystères non résolus des années 1990. Ce que les chercheurs découvrent rapidement va se révéler déterminant. La région antarctique, en particulier durant l'été austral, est un environnement acoustique extraordinairement actif. Ce n'est pas le silence qu'on pourrait imaginer au fond d'un océan gelé et reculé. C'est au contraire l'une des zones les plus bruyantes de la planète, sur le plan acoustique sous-marin. La raison de cette activité tient à un phénomène géophysique précis, le vélage des glaciers. Ce terme désigne le moment où d'immenses blocs de glace se détachent des glaciers antarctiques et tombent dans l'océan, formant des icebergs parfois gigantesques, certains aussi grands que des villes entières. Ce processus ne se déroule jamais silencieusement. Lorsqu'un glacier se fracture, la glace subit des contraintes mécaniques colossales. Des fissures internes se propagent à travers des masses de glace pouvant peser plusieurs millions de tonnes. Ces fractures génèrent des vibrations extrêmement puissantes qui se propagent à travers la glace elle-même avant d'atteindre l'eau environnante. Les scientifiques donnent un nom à ce phénomène acoustique, l'icequake, littéralement le tremblement de glace. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un phénomène vibratoire comparable dans sa mécanique physique à un tremblement de terre, sauf qu'au lieu de la roche, c'est la glace qui se fracture. Un icequake ne se limite pas au simple détachement d'un iceberg. Une fois libéré du glacier, l'iceberg continue de produire du bruit pendant qu'il dérive, se fissure davantage sous l'effet des variations de température ou racle le fond marin lorsqu'il s'échoue dans des eaux peu profondes. Chacun de ces événements génère sa propre signature acoustique, parfois pendant des mois après le vélage initial. C'est cette dernière observation qui va s'avérer cruciale. Un iceberg échoué, qui gratte lentement le fond océanique sous l'effet des courants et des marées, peut produire un son grave, prolongé,
qui monte ou descend progressivement en fréquence, exactement le type de signature observée dans plusieurs des mystères non résolus des années 1990. Les chercheurs du PMEL commencent alors à comparer systématiquement les nouveaux enregistrements d'icequakes antarctiques captés entre 2005 et 2010 avec les anciens enregistrements de Julia, The Train et Slowdown. Les résultats sont frappants. Les signatures acoustiques présentent des similitudes structurelles significatives, une plage de fréquences comparables, une durée du même ordre de grandeur et des schémas de montée ou de descente en fréquence quasiment identiques. Pour Julia et The Train en particulier, dont l'origine avait déjà été géographiquement associée à la région de Bransfield et du Cap Adar, la correspondance devient de plus en plus difficile à ignorer. Ce qui n'était encore, en 1999, qu'une hypothèse parmi d'autres commence à se transformer en explication la plus solide disponible. Mais une question demeure, et elle est de taille. Est-ce que cette même explication, celle des icequakes antarctiques, peut aussi s'appliquer au son le plus célèbre de tous, celui qui a été détecté bien plus au nord, dans le Pacifique Sud, en 1997 ? Est-ce que le bloop, l'énigme qui a fasciné des millions de personnes à travers le monde, pourrait finalement trouver son explication dans un phénomène aussi terre-à-terre qu'un morceau de glace qui se brise? C'est la question à laquelle les chercheurs du PMEL vont désormais consacrer leurs efforts. Pendant que les scientifiques du PMEL avancent sur la piste des icequakes antarctiques, il est utile de prendre du recul et de comprendre pourquoi certains des sons mystérieux de cette période résistent encore, aujourd'hui, à toute tentative d'explication. The Whistle, détecté le 7 juillet 1997, reste l'un des cas les plus frustrants de toutes les archives de la NOAA. La raison est simple mais fondamentale. Il n'a été capté que par un seul hydrophone. En acoustique sous-marine, un seul point de détection ne permet jamais de localiser précisément une source. Il faut au minimum 2, idéalement 3 ou 4 hydrophones pour trianguler l'origine exacte d'un son grâce au décalage du temps d'arrivée du signal entre chaque appareil. Sans cette triangulation, les scientifiques se retrouvent avec une information brute mais orpheline. Ils savent qu'un son est passé. Ils savent à quelle heure, avec quelle fréquence, quelle durée. Mais ils ignorent d'où il vient précisément, ce qui rend absolument impossible toute tentative de corrélation avec un phénomène géologique ou biologique connu dans une zone donnée. Certains chercheurs ont avancé, avec la plus grande prudence, une possible origine volcanique pour le Whistle, en raison de sa fréquence et de sa texture sonore. Mais il s'agit là d'une hypothèse, pas d'une conclusion. Aucune preuve solide ne permet, à ce jour, de la confirmer ou de l'infirmer. Ce niveau d'incertitude n'est pas un échec de la science. C'est au contraire une illustration de sa rigueur. Plutôt que d'inventer une explication commode pour clore le dossier, les chercheurs du PMEL préfèrent reconnaître ouvertement les limites de leurs données. The Whistle demeure, à ce jour, l'un des rares sons de cette collection à n'avoir reçu aucune explication consensuelle. Cette honnêteté scientifique tranche nettement avec la manière dont ces mystères sont souvent traités dans la culture populaire, où l'absence d'explication est parfois présentée comme une preuve en soi de quelque chose d'extraordinaire. En réalité, l'absence d'explication signifie simplement que les données disponibles sont insuffisantes, rien de plus, rien de moins. Upsweep, le son détecté depuis 1991, se trouve dans une situation légèrement différente. Contrairement au Whistle, sa zone d'origine générale est connue, quelque part dans le Pacifique entre l'Australie et l'Amérique du Sud, dans une région associée à une activité sismique et volcanique documentée. L'hypothèse dominante reste liée à cette activité géothermique sous-marine. Mais le mécanisme précis, qu'est-ce qui exactement, dans cette activité volcanique, produit cette signature acoustique si particulière et si régulière, n'a jamais été formellement établi. Les scientifiques savent tout chercher. Ils ne savent toujours pas exactement quoi chercher. Un détail rend Upsweep particulièrement intéressant à observer sur le long terme. Son intensité a progressivement diminué depuis sa première détection en 1991.
Ce déclin progressif, documenté année après année par les hydrophones de la NOAA, suggère un phénomène géologique qui évolue avec le temps, peut-être une activité volcanique qui s'essouffle ou une structure géologique qui se stabilise progressivement. Ce déclin constitue en soi un argument supplémentaire en faveur de l'hypothèse géologique plutôt que biologique. Un organisme vivant, ou une population d'organismes, ne produirait pas un déclin aussi linéaire et progressif sur plusieurs décennies. Un phénomène géophysique, en revanche, peut parfaitement suivre ce genre d'évolution graduelle. Ce contraste entre Upsweep et le Whistler illustre bien la diversité des situations auxquelles les scientifiques sont confrontés. Certains mystères se résolvent progressivement, à mesure que de nouvelles données s'accumulent. D'autres restent bloqués, faute d'informations suffisantes, parfois pendant des décennies entières. Et c'est précisément cette différence qui va rendre l'avancée obtenue sur le Bloop d'autant plus remarquable. Car contrairement au Whistler, le Bloop avait été détecté par plusieurs hydrophones à la fois. Sa zone d'origine avait pu être estimée, même approximativement, dès 1997. Ce qui manquait, ce n'était pas la localisation. C'était une explication cohérente pour le type de phénomène capable de produire un son d'une telle puissance depuis cette zone précise. Et c'est exactement ce que la nouvelle campagne d'écoute antarctique, lancée en 2005, va permettre de fournir. Non pas en spéculant sur des créatures inconnues ou des phénomènes mystérieux, mais en comparant méthodiquement des signatures acoustiques réelles, mesurées dans des conditions comparables, année après année. La réponse au Bloop n'allait pas venir d'une découverte spectaculaire soudaine. Elle allait émerger lentement, à travers des années de comparaison rigoureuses entre des milliers d'heures d'enregistrements sonores. Revenons maintenant sur Slowdown, l'un des sons les plus intrigants de cette collection. Détecté le 19 mai 1997, quelques semaines à peine avant le Bloop lui-même. Ce qui distingue Slowdown des autres sons de cette période, c'est sa durée exceptionnelle. Là où le Bloop dure environ 1 minute et où Julia s'étend sur un peu moins de 3 minutes, Slowdown se prolonge sur environ 7 minutes complètes, un enregistrement remarquablement long pour un phénomène acoustique sous-marin unique. Sa signature est tout aussi particulière. Comme son nom l'indique, le son commence à une fréquence relativement élevée, puis décroît progressivement et de manière constante tout au long de son émission. Cette diminution graduelle, étalée sur plusieurs minutes, ne correspond ni à un séisme classique, ni à une explosion, ni à un chant animal typique. Dès les premières analyses, 2 théories principales émergent chez les scientifiques du PMEL. La première, largement majoritaire, évoque un iceberg s'échouant progressivement sur le fond marin. Dans ce scénario, la friction prolongée entre la masse de glace et la roche du fond océanique produirait une vibration continue dont la fréquence évoluerait à mesure que l'iceberg se stabilise ou continue de glisser lentement. La seconde théorie, beaucoup plus marginale, mais qui persiste dans certains cercles jusqu'à aujourd'hui, évoque un calmar géant. Cette hypothèse s'appuie principalement sur la culture populaire entourant les créatures marines mystérieuses plutôt que sur des preuves acoustiques solides. Aucune donnée scientifique sérieuse ne permet, à ce jour, d'associer un son de cette nature à un calmar géant ou non. Ces créatures ne sont d'ailleurs pas connues pour produire de vocalisations sonores de ce type. Il est important de le souligner clairement. Parmi les chercheurs spécialisés en acoustique marine, l'hypothèse de l'iceberg reste très largement dominante pour Slowdown, précisément en raison de la cohérence de sa signature avec d'autres phénomènes de friction glaciaire documentés ailleurs dans le monde. Un détail renforce cette hypothèse. Slowdown n'a pas été un événement unique. Le phénomène a été réentendu périodiquement par différents réseaux d'hydrophones dans les années qui ont suivi sa première détection, avec des caractéristiques acoustiques similaires à chaque occurrence. Cette répétitivité correspond bien mieux au comportement attendu d'un phénomène géologique récurrent, un iceberg qui continue de se déplacer, de racler le fond marin, de se fracturer sur plusieurs années, qu'à celui d'un événement biologique isolé. La question suivante devient alors: à quel endroit précis Slowdown a-t-il été localisé? Et là encore,
La réponse pointe vers une région qui va devenir familière au fil de cette enquête. Les estimations de localisation, basées sur les données disponibles à l'époque, situent l'origine probable du son dans une zone compatible avec l'activité glaciaire antarctique, bien que la précision reste inférieure à celle obtenue pour d'autres sons de cette collection, en raison du nombre plus limité d'hydrophones ayant capté l'événement avec suffisamment de clarté. Ce n'est que le début d'un schéma qui va se répéter avec une régularité de plus en plus difficile à ignorer. En additionnant les informations disponibles sur Slow Down, The Train et Julia, un constat s'impose progressivement aux chercheurs du PMEL au cours des années 2000. 3 sons distincts, enregistrés à des moments différents entre 1997 et 1999, présentant chacun une signature acoustique compatible avec un phénomène de friction ou de fracturation glaciaire et dont les zones d'origine estimées convergent toutes vers la même région générale du globe, les eaux entourant l'Antarctique. Ce n'est pas encore une preuve définitive, mais c'est un schéma statistique qui devient de plus en plus difficile à expliquer par la simple coïncidence. Et c'est précisément ce schéma qui va pousser les chercheurs à formuler, pour la première fois de manière rigoureuse, une hypothèse unifiée. Et si tous ces sons, Slow Down, The Train, Julia et peut-être même le bloop lui-même, partageaient une origine commune? Non pas une créature unique parcourant l'océan et produisant des sons différents selon les années, mais un phénomène géophysique récurrent à l'œuvre en permanence dans les eaux glacées de l'Antarctique, produisant année après année une variété de signatures acoustiques selon la taille, la vitesse et la manière dont chaque iceberg se détache, dérive ou s'échoue. Cette hypothèse, séduisante sur le papier, doit encore être testée face aux données réelles. Et c'est exactement le travail que va entreprendre la nouvelle génération d'hydrophones déployée par la NOAA à partir de 2005. L'année 2005 marque un tournant décisif dans cette enquête, mais pas seulement grâce au déploiement de nouveaux hydrophones. Elle marque aussi la publication d'un article scientifique qui va poser les bases théoriques nécessaires pour comprendre enfin la mécanique précise des sons produits par la glace en mouvement. Cette année-là, la revue scientifique Science publie une étude consacrée aux phénomènes acoustiques complexes générés par les icebergs antarctiques. Ce travail de recherche, mené par des glaciologues et des sismologues, détaille pour la première fois de manière rigoureuse comment un iceberg peut produire des sons de très basse fréquence, avec une puissance suffisante pour être détecté à des milliers de kilomètres de distance. L'article décrit plusieurs mécanismes distincts. Le premier concerne le vélage lui-même, le moment où un immense bloc de glace se détache du glacier. Ce processus implique la fracturation soudaine de millions de tonnes de glace, un événement qui génère une onde de choc acoustique considérable, comparable en intensité à celle d'un petit séisme. Le deuxième mécanisme concerne ce qui se passe après le vélage. Une fois libéré, l'iceberg continue d'évoluer. Il dérive au gré des courants marins. Il subit des variations de température qui provoquent des fissures internes supplémentaires. Et surtout, lorsqu'il atteint des eaux suffisamment peu profondes, il peut s'échouer sur le fond marin, un phénomène que les glaciologues appellent le grounding, littéralement l'échouage. C'est ce dernier mécanisme qui intéresse le plus les chercheurs du PMEL. Un iceberg échoué n'est jamais parfaitement immobile. Sous l'effet des marées, des courants et de son propre poids qui continue d'évoluer à mesure que la glace fond, il continue de bouger légèrement, raclant le fond rocheux sur lequel il repose. Cette friction prolongée entre une masse de glace pesant potentiellement plusieurs millions de tonnes et le substrat rocheux du fond océanique produit un son grave, prolongé, dont la fréquence peut varier progressivement selon la manière dont l'iceberg se déplace. L'étude de 2005 démontre, à travers des modèles physiques précis, que ce type de friction glaciaire peut effectivement produire des signaux acoustiques à très basse fréquence, capables de voyager sur des distances considérables grâce aux propriétés de propagation du son dans l'eau évoquées plus tôt dans cette enquête. Cette publication scientifique a les faveurs immédiates de la NOAA. Pour la première fois,
Les chercheurs disposent d'un cadre théorique solide, validé par la communauté scientifique internationale, pour expliquer comment un phénomène purement géologique et glaciaire pourrait produire des sons aussi puissants que ceux enregistrés dans les années 1990. Mais une théorie, aussi solide soit-elle, ne suffit pas. Il faut désormais la confronter aux données réelles. Et c'est précisément la mission que se donne la nouvelle campagne d'hydrophones déployée dans le détroit de Bransfield et le passage de Drake à partir de cette même année 2005. Cette découverte suivante change complètement l'histoire, car ce que les chercheurs vont mesurer sur le terrain dans les années qui suivent ne va pas seulement confirmer la théorie publiée dans Science, cela va leur permettre pour la toute première fois de comparer directement, signal par signal, les nouveaux enregistrements d'icequakes antarctiques avec les archives conservées depuis 1997. Le travail s'annonce long. Les hydrophones antarctiques doivent fonctionner en continu, sur plusieurs saisons, pour capturer un échantillon suffisamment large d'événements glaciaires dans des conditions climatiques et géographiques variées. Chaque nouvel enregistrement doit être analysé, comparé, catalogué avec la même rigueur méthodologique qui a permis, des années plus tôt, d'écarter les hypothèses de navires, de séismes classiques ou d'explosions pour le bloop lui-même. Ce travail minutieux va s'étendre sur 5 années complètes, de 2005 à 2010. 5 années durant lesquelles les scientifiques du PMEL vont accumuler une base de données d'icequake antarctique suffisamment riche pour permettre, enfin, une comparaison statistiquement solide avec les mystères non résolus des années 1990. Et c'est au terme de ce long travail que la réponse, tant attendue, va commencer à se dessiner clairement. Entre 2005 et 2010, les hydrophones déployés dans le détroit de Bransfield et le long du passage de Drake enregistrent un volume considérable de données acoustiques. Cette région, située entre la pointe de l'Amérique du Sud et la péninsule antarctique, s'avère être l'une des zones les plus actives au monde en matière de vélage glaciaire. Chaque été austral, lorsque les températures remontent légèrement, l'activité glaciaire s'intensifie. Les glaciers antarctiques, sous la pression constante de leur propre poids et des variations climatiques, libèrent régulièrement d'immenses blocs de glace dans l'océan. Chacun de ces événements est capté par les nouveaux hydrophones avec une précision bien supérieure à celle dont disposaient les chercheurs en 1997. Les scientifiques du PMEL commencent alors un travail de comparaison méthodique. Pour chaque icequake nouvellement enregistré, ils examinent la fréquence du signal, sa durée, sa forme caractéristique sur le spectrogramme et son intensité. Puis ils comparent ces paramètres avec les archives conservées depuis les années 1990, en particulier avec les enregistrements de Julia, The Train et Slowdown, dont l'origine antarctique avait déjà été suspectée sans jamais être formellement confirmée. Les résultats sont sans équivoque. Les signatures acoustiques des icequakes nouvellement enregistrés présentent des similitudes frappantes avec ces sons archivés. Même plage de fréquence, même ordre de grandeur en termes de durée, même type de montée ou de descente progressive du signal, cohérent avec le phénomène de friction glaciaire décrit dans l'étude de 2005 publiée dans Science. Pour Julia et The Train, la correspondance est particulièrement nette. Leur zone d'origine, déjà estimée dans la région du détroit de Bransfield et du Cap Hadar dès les années 1990, coïncide directement avec la zone où les nouveaux hydrophones enregistrent le plus grand nombre d'icequakes similaires. La boucle semble bouclée pour ces deux sons. Mais la question qui intéresse le plus le grand public reste en suspens. Qu'en est-il du bloop lui-même ? C'est là que le travail des chercheurs devient particulièrement minutieux. Le bloop, contrairement à Julia ou The Train, avait été détecté beaucoup plus au nord, dans le Pacifique Sud, à une distance considérable de l'Antarctique. Pour établir un lien crédible entre le bloop et le phénomène des icequakes, il ne suffit pas de montrer une similitude de signature acoustique générale. Il faut aussi expliquer comment un tel son pourrait voyager sur une distance aussi importante tout en conservant une puissance suffisante
pour être détecté par plusieurs hydrophones espacés de plus de 3200 km. Les scientifiques se penchent alors sur la taille des icebergs antarctiques les plus imposants observés durant cette période. Certains de ces blocs de glace, une fois détachés de leur glacier d'origine, peuvent atteindre des dimensions équivalentes à celles d'une petite région administrative, avec une masse dépassant plusieurs milliards de tonnes. Un icequake produit par un iceberg de cette ampleur, en particulier lors de sa fracturation initiale ou de son échouage, pourrait théoriquement générer une énergie acoustique suffisante pour expliquer la puissance mesurée du bloop en 1997. Ce détail troublant renforce considérablement la crédibilité de l'hypothèse glaciaire, même pour le son le plus emblématique et le plus discuté de toute cette collection. En 2012, cette hypothèse reçoit une validation publique déterminante. Robert Dyack, sismologue à la NOAA et l'un des principaux chercheurs impliqués dans cette enquête de longue haleine, confirme officiellement que la fréquence et les caractéristiques de durée du signal du bloop sont cohérentes et essentiellement identiques aux signaux d'icequake enregistrés au large de l'Antarctique durant la campagne 2005 à 2010. Cette déclaration, venant d'un chercheur directement impliqué dans l'analyse des données, marque un tournant symbolique important. Ce n'est plus une hypothèse parmi d'autres. C'est, à ce jour, l'explication la plus solidement étayée scientifiquement pour le mystère du bloop, 15 ans après sa première détection. Mais cette conclusion, aussi rigoureuse soit-elle, laisse subsister une nuance importante que les chercheurs eux-mêmes tiennent à souligner. La nuance que les scientifiques tiennent à préciser est la suivante. Contrairement à ce que pourrait laisser croire une déclaration publique définitive, l'explication du bloop par le phénomène des icequakes reste, sur le plan strictement scientifique, une hypothèse extrêmement solide plutôt qu'une certitude absolue et définitivement close. Cette distinction peut sembler subtile, mais elle est fondamentale dans la démarche scientifique. Le bloop, en tant qu'événement acoustique précis enregistré durant l'été 1997, n'a jamais été directement associé à un iceberg spécifique, observé et documenté au moment exact de sa fracturation. Ce que les chercheurs ont établi, c'est une correspondance statistique et structurelle extrêmement forte entre la signature du bloop et celle de dizaines d'icequakes antarctiques enregistrés dans des conditions comparables entre 2005 et 2010. En termes scientifiques, cela s'appelle une inférence par analogie. Elle repose sur un principe simple. Si un phénomène A, bien documenté et bien compris, produit systématiquement une signature acoustique X et qu'un événement B, non observé directement mais enregistré avec la même signature X, partage toutes les caractéristiques mesurables de A, alors il est raisonnable de conclure que B a probablement la même origine que A. Ce type de raisonnement, bien qu'extrêmement robuste statistiquement, n'a pas la même force qu'une observation directe. C'est la raison pour laquelle les publications scientifiques sérieuses sur le sujet continuent d'employer des formulations prudentes, comme « cohérent avec » ou « compatible avec un phénomène d'icequake », plutôt que des affirmations catégoriques et définitives. Cette rigueur méthodologique explique aussi pourquoi le bloop n'a jamais été réentendu depuis l'été 1997, un détail qui a longtemps alimenté la fascination populaire autour de ce mystère. Si le bloop était bel et bien produit par un icequake spécifique, la fracturation ou l'échouage d'un iceberg particulièrement massif à un moment précis, alors il est parfaitement cohérent qu'un événement de cette ampleur exacte ne se soit jamais reproduit de manière identique. Chaque iceberg est unique par sa taille, sa composition interne, la manière dont il se fracture et la façon dont il finit par s'échouer ou fondre complètement. Ce raisonnement permet de résoudre l'une des questions les plus posées par le grand public au fil des années. Pourquoi n'a-t-on jamais réentendu le bloop si sa source existe toujours quelque part dans l'océan? La réponse la plus probable est que sa source, telle qu'elle, n'existe effectivement plus. L'iceberg à l'origine du son de 1997 s'est probablement, au fil des années suivantes, fracturé davantage, dérivé vers des eaux plus chaudes ou complètement fondu, un processus qui peut s'étendre sur plusieurs années selon la taille initiale du bloc de glace.
Ce détail qui semblait autrefois renforcer le mystère devient au contraire, sous l'angle de l'explication glaciaire, une confirmation supplémentaire plutôt qu'une contradiction. Un autre élément mérite d'être souligné avec la plus grande honnêteté possible. Parmi les 5 sons mystérieux évoqués dans cette enquête, le bloop, upsweep, the whistle, slow down, the train et Julia, tous n'ont pas trouvé une explication d'égale solidité. Julia et The Train bénéficient aujourd'hui d'un consensus scientifique très largement établi autour de l'origine glaciaire. Le bloop et slowdown disposent d'une explication solide, largement acceptée par la communauté scientifique, bien que reposant sur une inférence statistique plutôt que sur une observation directe. Upsweep, en revanche, reste débattu. Son origine volcanique probable n'a jamais été formellement confirmée avec la même rigueur que l'hypothèse glaciaire pour les autres sons. Et The Whistle demeure à ce jour totalement inexpliqué, faute de données suffisantes pour même formuler une hypothèse sérieusement étayée. Cette diversité de niveaux de certitude illustre parfaitement ce qu'est la science en pratique. Un processus progressif, où certaines énigmes se résolvent avec une grande confiance, tandis que d'autres restent ouvertes, parfois indéfiniment, faute de données suffisantes pour trancher. Mais pour le bloop spécifiquement, le son qui a fasciné des millions de personnes à travers le monde, qui a été associé au mythe de Cthulhu, qui a nourri l'imaginaire collectif pendant plus d'une décennie, l'explication la plus solidement étayée scientifiquement aujourd'hui reste celle-ci. Un immense morceau de glace, quelque part au large de l'Antarctique, qui s'est fracturé, a dérivé, puis s'est probablement échoué sur le fond marin, produisant au passage l'un des sons les plus puissants jamais enregistrés dans l'histoire de l'acoustique sous-marine. Il est utile, à ce stade de l'enquête, de prendre du recul sur ce que cette explication change réellement, et sur ce qu'elle ne change pas. Ce qu'elle change, d'abord, c'est la nature même du mystère. Pendant près de 15 ans, le bloop a été présenté dans la culture populaire comme la preuve possible d'une créature marine géante, inconnue de la science, potentiellement plus grande que la baleine bleue elle-même. Cette explication glaciaire, aussi rigoureusement établie soit-elle, ferme cette porte. Il n'existe, à ce jour, aucune preuve scientifique crédible suggérant l'existence d'un organisme vivant capable de produire un son de cette puissance. Certains pourraient y voir une déception. La réalité, moins spectaculaire qu'un monstre endormi au fond du Pacifique, pourrait sembler presque banale en comparaison. Mais cette perspective mérite d'être nuancée, car ce que révèle réellement cette explication est loin d'être anodin. Un iceberg suffisamment massif pour produire un son détectable à plus de 5000 km de distance représente, à lui seul, un phénomène naturel d'une ampleur difficile à concevoir. Nous parlons de blocs de glace pesant potentiellement plusieurs milliards de tonnes, se fracturant avec une violence comparable à celle d'un séisme, générant une énergie acoustique suffisante pour traverser un océan entier. Ce n'est pas rien. C'est, à sa manière, tout aussi vertigineux qu'une créature inconnue, simplement d'une nature différente. Ce que cette explication ne change pas, en revanche, c'est l'état d'incertitude qui persiste encore aujourd'hui pour certains des sons évoqués dans cette enquête. The Whistle, détecté par un seul hydrophone le 7 juillet 1997, reste totalement inexpliqué. Aucune donnée suffisante n'a jamais permis de formuler une hypothèse solide sur son origine et il est possible qu'aucune ne le permette jamais, faute d'un deuxième point de détection permettant la triangulation. Upsweep, détecté depuis 1991 et toujours actif aujourd'hui, bien que son intensité décline progressivement, reste également associé à une hypothèse volcanique jamais formellement confirmée. Le mécanisme exact reliant l'activité géothermique sous-marine à cette signature acoustique si particulière n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucun consensus scientifique définitif. Cette coexistence entre mystère résolu et mystère persistant illustre quelque chose d'important sur la manière dont fonctionne réellement la recherche scientifique. Contrairement à l'image parfois véhiculée dans la culture populaire, la science ne fournit pas toujours des réponses définitives et immédiates. Elle avance par étapes, accumule des données
élimine progressivement des hypothèses et parvient parfois, après des années voire des décennies, à un niveau de certitude suffisant pour clore un dossier, sans que cela signifie que tous les dossiers connexes soient nécessairement résolus au même rythme. Il faut aussi souligner un point que la déclaration de Robert Dyack en 2012 n'a jamais prétendu établir de manière absolue. Le fait que l'explication glaciaire soit aujourd'hui la plus solidement étayée ne signifie pas qu'elle est mathématiquement certaine à 100%. En science, très peu d'affirmations le sont. Ce qui compte, c'est le niveau de preuve accumulé, la cohérence des données et l'absence d'explications alternatives aussi solides. Sur ces 3 critères, l'hypothèse de l'icequake pour le bloop coche aujourd'hui toutes les cases. Elle repose sur des données mesurées sur le terrain pendant 5 années consécutives. Elle est cohérente avec un cadre théorique publié et validé par la communauté scientifique internationale, et elle ne se heurte à ce jour à aucune explication alternative disposant d'un niveau de preuve comparable. C'est cette combinaison qui permet aux scientifiques de parler avec un degré de confiance élevé d'une énigme résolue tout en conservant l'humilité intellectuelle nécessaire pour reconnaître que la science avance toujours par probabilité plutôt que par certitudes absolues. Reste une dernière question, peut-être la plus vertigineuse de toutes celles soulevées par cette enquête. Si un phénomène aussi spectaculaire que le bloop a pu rester non résolu pendant 15 ans, combien d'autres sons, tout aussi puissants, tout aussi étranges, résonnent encore aujourd'hui dans les profondeurs des océans sans qu'aucun hydrophone ne soit là pour les capter?